Donc reprenons, le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Et donc, comme je disais, si on a le... Donc on a le S épargne, I investissement, Q c'est la quantité demandée, et donc IR le taux d'intérêt réel. On voit que si on a une politique expansionniste, ça veut dire que l'épargne publique va diminuer, donc l'épargne totale diminue. Et donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par ceci, le S qui diminue, donc on a S apostrophe, et donc on a le nouveau, parce que S est égal à I, donc I va s'adapter, le nouveau point d'équilibre, et on voit effectivement qu'il est plus élevé, le taux d'intérêt. Et c'est très clair. Donc pourquoi même toute cette structure? Pourquoi est-ce que l'investissement descend avec le taux d'intérêt qui augmente? Parce que le taux d'intérêt, ça représente un coût d'opportunité à l'investissement. Si mon taux d'intérêt est de 10%, dans ce cas, si je le mets à l'épargne, je reçois 10%, bah oui. Alors que s'il est que 1, ça n'est que 1%. Donc c'est exactement ça, le coût d'opportunité et le coût d'opportunité de l'investissement, c'est justement le taux d'intérêt réel. Voilà. Alors, donc ça c'était l'effet d'éviction. Maintenant, sur le chômage, oui. Le chômage, toute économie a en taux de chômage naturel. Ça s'oppose au taux de chômage qui est conjoncturel. Celui-là, c'est justement la variance du chômage par rapport à son chômage naturel. Dans ce chômage, on peut le diviser dans deux nouvelles catégories. C'est aussi frictionnel. Enfin non, pour commencer, comment est-ce qu'on mesure le chômage? Il y a plusieurs méthodes où on mesure à partir à la sécurité sociale, des demandes de sécurité sociale. Le problème avec cette méthode-là, c'est que pas tout chômeur a accès aux assurances chômage. Et pour commencer, un chômeur, c'est quoi? Un chômeur, c'est une personne en âge et qui n'a pas d'emploi, mais qui est capable et disponible pour travailler au taux de salaire courant, c'est ça? Et donc la deuxième méthode, c'est simplement de faire des enquêtes par rapport à la population. Ça aussi, tout un nombre de problèmes, notamment quelles sont nos définitions, etc. Mais non. Comment est-ce qu'on mesure le taux de chômage? Alors le taux, c'est très simple. Le taux de chômage est égal à le nombre de chômeurs sur le nombre de personnes actives, fois 100. Et le taux d'activité ou de participation, c'est le taux d'actifs sur le nombre d'adultes, fois 100. Alors, dans les plusieurs divisions de chômage qu'on sait faire, on sait faire la division du chômage frictionnel et le chômage structurel. Le chômage structurel, c'est lequel? C'est celui qui dépend de sa période. Parce que évidemment, on a des compétences et on a des envies, et on veut essayer de trouver des emplois qui nous correspondent. Et c'est exactement ça, le chômage frictionnel. C'est le chômage dû au temps de recherche d'un emploi qui nous correspond. Tandis que le chômage structurel, lui, c'est le chômage qui est dû à un salaire qui est au-dessus du salaire d'équilibre. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait influencer le chômage frictionnel? On peut l'influencer par faciliter l'accès à l'information par rapport aux emplois disponibles. Ou offerts plutôt, parce que c'est ça. Donc, et on fait ça notamment par des offices de placement, des fonds d'instruction, enfin, oui, toutes des méthodes, des organisations qui permettent justement l'accès à l'information facile. Et par contre, rôle important, c'est l'assurance du chômage qui, elle, augmente le chômage. Pourquoi? Parce que les hommes, comme toujours, répondent aux incitations et aux variations marginales. Et donc, tant qu'ils ont droit au chômage,
il se pourrait très bien que que l'utilité que leur donnerait leur emploi est inférieure donc le salaire que leur donnerait leur emploi est inférieur à l'assurance plus le loisir que permet de ne pas travailler. Et par contre, d'un point de vue économique, ça n'est pas nécessairement une, une mauvaise chose, parce qu'effectivement, on augmente le chômage, mais avec l'assurance du chômage, on permet justement aux gens de trouver cet emploi qui leur convient, et donc ils pourront être plus productifs en principe. Maintenant, par rapport au chômage structurel, donc celui qui vient en salaire qui est plus élevé que le salaire d'équilibre, là, on a plusieurs possibilités. On a un salaire qui est minimum, et donc on va avoir toute une partie de la population qui, pour des raisons ou des autres, qui généralement donc ne sont pas ne sont pas très ne sont pas une main d'œuvre de grande qualité, hein, pas en capital humain extraordinaire, n'ont pas su bénéficier d'avantages sociaux, mais effectivement cette partie de la population, comme on a en salaire minimum, en prix qui est en fait en prix plancher, au-dessus de leur truc, les compagnies ne sont pas prêtes à leur offrir en tel salaire pour leur service. Et donc, ça augmente le chômage. Mais, évidemment, ça a d'autres bénéfices, dans le sens que, comme on va le voir encore plus tard, c'est en régulateur automatique qui permet de réduire l'impact des crises. Mais il y a d'autres bazars, c'est les syndicats. Les syndicats aussi négocient, donc ils vont pouvoir négocier le salaire, etc. Et on va de nouveau obtenir un salaire supérieur à celui d'équilibre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça augmente de nouveau le chômage. En réalité, c'est dans l'intérêt des syndiqués, bah oui, des syndiqués, oui, c'est bon. Et mais dans les intérêts des autres travailleurs, qui eux, ceux qui ne sont pas syndiqués nécessairement, ils voient ou ils n'arrivent pas à obtenir de boulot parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais même les autres, ils voient aussi une perte. Mais et donc, c'est toutes des questions. Est-ce que les syndicats, c'est bon, dans le sens où effectivement, ça réduit l'économie globalement. D'un autre côté, on peut considérer que, vu que les patrons sont en position de force en principe, il est légitime, les syndicats sont bien légitimes puisqu'ils permettent en certains pouvoirs de marché, en fin de compte, aux employés. Et donc les permettent de ne pas se faire arnaquer. Maintenant, le troisième point qui fait qu'on peut avoir des salaires supérieurs aux trucs, c'est les salaires d'efficience. Et donc ça, c'est une théorie qui dit qu'avec un salaire plus élevé que le salaire on va pouvoir permettre une meilleure santé des travailleurs, meilleur renouvellement, donc plus facilement attirer des nouveaux employés. On va obtenir un plus grand effort de nos travailleurs et la qualité de nos travailleurs sera meilleure. Et donc, la productivité augmente. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours ça, c'est comment est-ce qu'on augmente notre productivité. Ok.